le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Qui gardera les enfants jeudi ? Depuis hier, cette question alimente l'inquiétude des parents d'élèves. L'éducation nationale ne sera pas épargnée par la grève. Pas de chiffres pour l'instant, mais les syndicats d'enseignants ont bien l'intention de rejoindre le mouvement contre la réforme des retraites. École, collège ou lycée, la mobilisation prend forme, comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Reportage. C'est la dernière ligne droite d'un véritable marathon pour Marion Chopinet, la secrétaire académique départementale du SNES-FSU. La colère est là, c'est unanime. On fait le tour des établissements, on informe, on échange avec les collègues sur leurs ressentis, leur capacité de mobilisation. Et puis on organise ce qui va se passer jeudi aussi avec nos camarades des autres organisations syndicales pour faire en sorte que la mobilisation de jeudi soit très forte et surtout que ça continue. Rendez-vous est pris ce jour-là au lycée Jean Perrin, un des plus importants de la ville où enseigne Julien Monge. La majeure partie d'entre nous voit qu'à l'âge où on nous demande d'aller continuer à enseigner, on ne sera plus des bons profs. Le but, c'est de jauger nos forces. Et là, vu les bruits qui courent en salle des profs, elle sera réussie. Bien plus que d'habitude, des collègues qui en sont généralement juste des sympathisants mais qui ne se mobilisent pas, là, se sentent vraiment impactés personnellement et sont prêts à aller au bras de fer, perdre une journée de salaire et plus c'est nécessaire. Avec en toile de fond également la question des salaires qui cristallisent les colères dans la profession depuis plusieurs années déjà. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Grève dans l'éducation, grève dans les transports. Les prévisions de trafic SNCF et RATP seront dévoilées à 17h cet après-midi et grève dans les raffineries. Les files d'attente s'allongent devant les stations et alimentent le risque d'une pénurie. Dans les Yvelines, par exemple, une station sur 5 manque d'au moins un carburant. Les syndicats sont prêts pour le bras de fer. L'opposition dans les starting blocks. Le gouvernement marche plus que jamais sur des œufs sur ce dossier des retraites. Et surtout, ne pas déraper. L'Élysée demande aux membres du gouvernement de se faire discret. On verrouille tout à double tour. C'est le maître mot du moment, Jacques Serret. Oui, aux côtés d'Elisabeth Borne, seule une poignée de ministres a reçu le feu vert de l'Élysée pour aller défendre la réforme sur les plateaux et dans les studios. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, celui du budget, Gabriel Attal, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, Clément Beaune pour les transports ou encore Stanislas Guerini pour la fonction publique. Une équipe resserrée pour éviter à tout prix qu'un membre du gouvernement ne fasse une bourde, dixit un conseiller. La réforme est technique, une erreur d'explication ou un dérapage dans une interview pourrait enflammer le débat. Il s'agit, confie un stratège macroniste, de ne pas provoquer la moindre étincelle. Et même lorsqu'il n'y a ni caméra ni micro, les membres du gouvernement ont reçu pour consigne de limiter leurs déplacements et visites officielles pour éviter notamment toute agression à leur encontre. Ce qui n'aide évidemment pas le travail de terrain pour convaincre les Français. Renaissance a bien imprimé 10 000 tracts rien que pour Paris, mais ça ne se bouscule pas pour les distribuer. Je cherche toujours des volontaires, regrette un cadre du parti présidentiel. Le tractage, c'est un flop, constate amer un ministre de poids. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Il est 7h03 à Thiers, dans le Val-de-Marne. 3 mineurs viennent de passer la nuit en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans. Le guet-apens ne fait pratiquement aucun doute pour le procureur de la République. Tidiane a été mortellement poignardé à la poitrine à 2 pas de son lycée. Le camarade qui l'accompagnait a été touché à la cuisse. Ses jours ne seraient pas en danger. 2 victimes collatérales d'une rivalité entre bandes qui ne les concernait pas a priori. Les 2 adolescents étaient inconnus de la justice, ce qui n'est pas le cas de l'un des 3 suspects interpellés. À 16 ans, il est déjà sous le coup d'une mise en examen pour violence aggravée dans une autre affaire. Alors, cette affaire, je mets un coup de projecteur sur ce phénomène des bandes qui n'est pas nouveau en soi. Ce qu'il est en revanche, c'est le degré de violence qui l'accompagne. Et comme si l'on franchissait un cap supplémentaire, 300 affrontements entre bandes rivales recensés l'an dernier, une centaine rien qu'en région parisienne entre le 1er janvier et le 31 octobre selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et plus les années passent, plus la violence monte d'un cran, selon Thomas Sauvadet. Il est sociologue et maître de conférences à l'université Paris-Est-Créteil. On est sur un phénomène structurel avec une montée en puissance des bandes qui date des années 90. On a des adolescents qui considère qu'il n'y a pas de possibilité d'intégration du marché du travail et donc la bande est une sorte d'alternative à un échec social programmé, à la fois difficulté scolaire et ensuite difficulté d'insertion professionnelle. Donc on a vraiment une culture de bande, une culture du banditisme qui s'est développée depuis les années 80 avec parfois des adolescents qui ont leur père, leur grand frère, leurs cousins qui sont eux-mêmes des voyous qui sont impliqués dans le trafic, en particulier le trafic de cannabis et ici s'identifient à des voyous
Et donc, ils essaient d'utiliser les méthodes des voyous, que ça soit la cagoule et les gants, que ça soit les guet-apens, les kidnappings, séquestrations, tortures, l'usage d'armes à feu. Ils cherchent à leur ressembler, à les imiter, et ça peut aller très vite, très loin. Thomas Sauvadet, sociologue et maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil, il répondait à Guillaume Dominguez. L'élément le plus notable dans ce phénomène des bandes, c'est pas tant le rajeunissement de ces bandes, au contraire que leur vieillissement. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous donne rendez-vous, ce sera à 8h40 dans le club de la presse Europe 1 avec François Calfon et Mathieu Bock-Côté ce matin. La suite du journal, Christophe Lamar. En Chine, la stratégie zéro Covid a plombé la croissance, plus 3% seulement l'an dernier, l'une des plus faibles progressions depuis 40 ans. Le PIB recule, la démographie aussi. Le pays compte 850 000 Chinois de moins. Plus de décès, moins de naissances, une première depuis plus d'un demi-siècle. C'était le dernier des parrains de Cosa Nostra, le mafieux le plus recherché d'Italie, a été arrêté après 30 années de cavale. Avec tous ceux que j'ai tués, il y aurait de quoi remplir un cimetière, plusieurs fois condamné à vie par contumace. Matteo Messina Denaro, 60 ans, dont 46 passés au service du crime, régnait sur la mafia sicilienne. Et c'est d'ailleurs dans une clinique de Palerme qu'il s'est fait cueillir. Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome. Le visage caché derrière ses lunettes de soleil sous les applaudissements des habitants du quartier. C'est comme cela que le boss mafieux est sorti par les carabiniers de la clinique où il soignait un cancer. Sur lui, une montre d'une valeur estimée entre 30 et 35 000 euros et un document d'identité avec un faux nom. Il s'agit donc maintenant de confirmer son identité réelle. Pasquale Angelo Santo, général des carabiniers. À première vue, donc à partir d'un premier contrôle du document, on ne voit aucune falsification. On dirait un document authentique. On attend encore les résultats des contrôles approfondis. Le fugitif de 60 ans a tout de même déjà été incarcéré selon le régime d'isolement appliqué aux mafieux. Le criminel a en effet déjà été condamné plusieurs fois par contumace à la prison à vie, notamment pour les attentats contre le juge Falcone Borsellino en 1992. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1. L'Open d'Australie de tennis, match interrompu par la chaleur sur les cours ouverts. Caroline Garcia s'en est sortie juste à temps, sans coup de soleil, mais brillamment. Qualification pour le deuxième tour en 2 manches et une Française soulagée. Un premier tour dans peu importe quel tournoi, c'est toujours un petit stress supplémentaire. Jouer sur le central ici, la fiche je la connaissais vraiment pas. Pour réussir un peu à mettre toutes les choses en place, les conditions étaient chaudes, la balle était vraiment vive. Donc contrôler ça quand en plus c'était un petit peu tendu, c'était pas évident. Et voilà, il fallait que je trouve un petit peu mon rythme, bien la bonne intensité. Et même quand ça a été un petit peu difficile, j'ai réussi à rester relativement calme et positif pour voir sur le moyen terme et bien progresser au fur et à mesure du match. Caroline Garcia au micro de Christophe Taureau. Élimination en revanche d'une autre Française, Alizé Cornet. On attend l'entrée en lice évidemment de l'un des favoris, Novak Djokovic. Et puis le championnat du monde de handball, la France a pris une petite option pour les quarts de finale. Les Bleus terminent la phase préliminaire sur un sans faute après leur victoire 35-31 contre la Slovénie hier. Gros adversaire, c'était le premier vrai test pour les Bleus, Dimitri. Ah effectivement, gros match hier, des belles performances des Bleus. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'Europe 1 est radio officielle de ces championnats du monde de handball en Pologne. Merci Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Un rendez-vous sur Europe